Après chaque crise, il y a des bénéfices et des maléfices. Le propre d'une crise, c'est d'augmenter la solidarité. Ça fait partie des bénéfices. Et on constate que le principal facteur sécurisant, c'est la solidarité. Et que quand il n'y a pas de solidarité, il y a énormément de syndromes psychotraumatiques. Et que quand la crise est passée, on constate que des groupes se sont faits, que le lien d'attachement s'est tissé, et ça c'est un énorme facteur de protection. Et puis il y a aussi des effets maléfiques, c'est-à-dire qu'après les crises, on voit apparaître des sauveurs qui prétendent avoir toute la vérité, et qu'une théorie qui prétend être totalement explicative est une théorie totalitaire, parce qu'on a tous notre part de vérité, mais on ne peut pas tout expliquer. Donc après chaque crise, on voit apparaître les bénéfices, la solidarité, l'attachement, de nouvelles organisations sociales et relationnelles, et des maléfices, c'est-à-dire le risque de laisser les gens seuls ou de donner le pouvoir à un régime totalitaire. Et pendant cette crise-là, comme on l'a vécue depuis maintenant 18 mois, se sont exacerbées ce que Spinoza appelait les passions tristes, la peur du lendemain, le complotisme, la défiance à l'égard des élites, des gouvernements, voire la haine, la peur. Donc ça procède un peu de votre explication, mais quand même, est-ce qu'il faut considérer que ça révèle une part du fonctionnement de notre humanité, que c'est dangereux pour l'avenir, et comment restaurer la confiance dans cette part de population qui doute autant? Alors, Michelet, presque comme vous venez de le dire, proche de Spinoza, il dit que quand il y a un désert de sens, les sorcières apparaissent. Quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, on est anxieux. On a besoin de comprendre pour avoir une conduite à tenir. Donc on a besoin d'explications. Mais les explications qui nous sont fournies ne sont pas des certitudes. C'est des hypothèses validées ou invalidées. Donc on peut changer, on cherche. On a acquis ce que Hannah Arendt appelait la liberté intérieure. Or, cette liberté intérieure, parmi nous, il y a des gens qui l'ont acquis dans leur enfance, quand ils ont eu une famille, une culture, un village, puisqu'on sait que l'échelle humaine, c'est le village, sauf que maintenant, le village, c'est la planète, avec 8 milliards d'habitants. C'est un gros village. Mais l'échelle humaine, c'est le village. Quand monsieur et madame Sapiens habitaient ici, c'était des bandes de 30 ou 40 personnes. On n'avait pas besoin de père. On savait que monsieur s'était accouplé avec madame, et on n'avait pas besoin de père, puisque quand l'enfant arrivait, le groupe entier s'occupait de l'enfant. Donc il a fallu inventer des structures sociales quand le nombre a augmenté. Et aujourd'hui, le village, il est planétaire. La globalisation fait 8 milliards d'êtres humains. Comment fait-on de la culture avec 8 milliards d'êtres humains? Et dans ce cas-là, on voit que ceux qui ont acquis un attachement sécure, c'est-à-dire 2 enfants sur 3 à peu près, hein, quelle que soit la culture, africaine, américaine, le chiffre est le même, 2 enfants sur 3 acquièrent ce qu'on appelle l'attachement sécure, c'est-à-dire je suis attiré par vous, je vais vous parler, mais si on n'est pas d'accord, je vais vous le dire et je vais continuer à établir des relations avec vous. Ça, c'est l'attachement sécure. Mais dans un contexte en paix, dans un pays en paix, 1 enfant sur 3 a acquis un attachement insécure. Je vous agresse alors que je suis attiré par vous, je vous agresse, je suis ambivalent, ou au contraire, j'ai peur de vous, ou j'ai peur de la relation, donc je vais être un peu distant, ou alors je vais être confus, désorienté, et donc dans ce cas-là, c'est que je me développe très mal. Or, il se trouve que quand un enfant, un adolescent, a acquis un attachement sécure, si vous lui proposez une solution, il va dire c'est intéressant, il va l'analyser, il va juger et décider. Lui, il a gardé sa liberté intérieure dont parle Hannah Arendt. Un enfant sur 3 va avoir peur. Et il va dire, vous me trompez. Je sens que vous me trompez. Pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce que vous voulez extorquer de moi? Et hop, il va se bâtir un système complotiste ou persécutif. Et la haine va apparaître qui va tout aggraver parce que
au problème biologique, médical, social, affectif que pose une épidémie, qu'elle soit bactérienne ou virale, s'ajoute un problème psychologique et social. Je n'ai pas confiance en vous, donc quoi que vous me disiez, je vais me méfier, je vais vous empêcher de faire une construction sociale, relationnelle, qui va nous permettre de nous en sortir. Et ces gens-là, on le voit dans tous les pays en détresse, dans les pays en guerre, dans les pays en difficulté écologique, parce qu'on parle beaucoup du virus, mais la sécheresse nous attend. Donc on voit que chaque fois qu'il y a une catastrophe écologique, humaine, sociale, on voit réapparaître ces réactions irrationnelles qui compliquent tout. Au Moyen-Âge, la réaction irrationnelle, c'était le bouc émissaire. Les gens meurent, c'est que l'eau est empoisonnée, c'est donc que quelqu'un a empoisonné l'eau. Qui peut avoir empoisonné l'eau? Les étrangers, les juifs, c'est forcément pas nous. Donc c'était le mécanisme du bouc émissaire, et on a aggravé le malheur en massacrant le bouc émissaire. Aujourd'hui, c'est à peu près contrôlé, mais pas aux États-Unis, où il y a eu des ratonnades contre les Chinois, comme ils disent. Et dans les Chinois, c'est les Japonais, les Asiatiques, les Coréens, c'est tout ça, c'est les Chinois. Et il y a eu des ratonnades contre les Chinois parce qu'on les estimait responsables de l'épidémie. Ça ne résout rien, ça ajoute du malheur au malheur. Donc il est important de s'expliquer. Donc l'éducation, la connaissance, comme le disait déjà Spinoza, comme remède à cette inquiétude, à cette angoisse de l'autre. L'éducation, la connaissance, bien sûr, et se méfier de la certitude. Parce qu'il y a une phrase que je prononce souvent, c'est que moins on a de connaissances, plus on a de certitude. Et quand on est praticien, qu'on soit praticien paysan, praticien artisan ou praticien médecin, quand on est praticien, on acquiert des connaissances et on sait que ça marche plus ou moins, selon le contexte. Ça marche avec un tel, mais pas avec un tel. Et du coup, on n'est pas fanatique, on n'est pas affirmatif. On dit, ça peut marcher. Et il y a des gens qui acceptent le doute, et donc le jugement. Alors que d'autres gens, au contraire, refusent le doute. Dites-moi, accordez vos violons. Dites-moi où est la vérité. Et là, ça aggrave tout. Alors, un autre reproche qui a été fait à la gestion, bon, bien sûr, on peut toujours parler de la gestion médiatique par le gouvernement, mais ce n'est pas tellement le propos. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les réactions individuelles qui finissent par faire des réactions de groupe. Et notamment cette impression, enfin, affichée, que les libertés individuelles sont encore plus grignotées pendant les crises, comme si l'intérêt commun ne nécessitait pas de prendre des décisions pour tout le monde, quand bien même elles grignotent un peu les libertés individuelles. Donc cette réaction, comment on la juge, comment on l'approche, comment... Est-ce que vous pourriez me citer un seul groupe humain qui aurait toutes les libertés? Non, la liberté, c'est la responsabilité. Donc s'il y avait un groupe humain avec toute la liberté, ce serait que des rapports de violence. Je suis le plus fort, tant pis pour les autres. Je suis le plus riche, tant pis pour les autres. Alors je pense que si on ne peut vivre ensemble, c'est parce qu'il y a des interdits. Et l'interdit, c'est pas l'empêchement. L'interdit, c'est tu peux te permettre ça, mais pas ça. Tu peux courtiser. Voilà. Tu peux courtiser une femme comme ça, mais pas comme ça. Tu peux dire ce que tu penses, mais pas n'importe comment. Donc l'interdit structure la société, c'est pas l'empêchement. La dictature, c'est l'empêchement. Tu n'as le droit de rien faire parce que tu ne me crois pas. Donc ça, c'est l'empêchement, c'est la dictature. Alors que l'interdit, ça peut se négocier. Actuellement, on vit dans un pays en paix, peut-être que l'interdit pourrait être plus souple. En période de crise, on est forcément plus privé de liberté, parce qu'on n'a pas toutes les libertés. Je n'ai pas la liberté de franchir le feu rouge. Je n'ai pas la liberté de conduire à contresens sur l'autoroute à 200 à l'heure. Je n'ai pas la liberté de sauter sur toutes les femmes que je trouve pourtant parfois désirables. Je n'ai pas ces libertés. Donc je pense que, et ça nous permet de vivre ensemble, à condition qu'il y ait un interdit discutable, c'est la fonction de la démocratie, c'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais il faudra argumenter. Et à ce moment-là, il faut faire appel aux philosophes, aux artistes,
aux paysans, aux artisans qui ont un savoir, parce que le savoir des paysans, le savoir des artisans, c'est pas le savoir des laboratoires. Les deux sont respectables, mais c'est pas le même savoir. Donc il faut organiser des lieux de parole, et sans ces lieux de parole, il faut apprendre à se parler. Et là, à ce moment-là, on peut tout se dire, arriver à des conclusions momentanées, puisque la vie, c'est l'évolution. S'il n'y a pas d'évolution, c'est la pétrification. Le vivant est évolutif. Partout où il y a du vivant, c'est l'évolution. Voilà, le vivant est évolutif. Ouais, c'est-à-dire que si on est pétrifié, c'est qu'on n'est pas vivant. Mais alors là, il y a une attitude philosophique à adopter dans la vie. Quand je dis philosophique, c'est pas forcément le diplôme de philosophie. Il y a des paysans, il y a des artisans qui sont il y a des boulangers. Des way of life. Qui ont une attitude philosophique. Je veux comprendre et je veux parler avec vous pour que vous m'aidiez à comprendre. Mais ça ne veut pas dire que je vais me soumettre à vos idées. Mais vous allez m'aider à comprendre. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez exprimer. Tout à l'heure, vous évoquiez la dimension mondiale de l'épidémie. Et récemment, le rapport du GIEC confirme, s'il en était besoin, non seulement le risque accru du réchauffement climatique, de l'atteinte à la biodiversité, mais confirme bien l'origine humaine. Et dans un de vos ouvrages, récents, je crois, c'est dans le dernier, mais peut-être l'aviez-vous utilisé avant, cette punchline, vous dites « Nous sommes victimes de nos victoires ». Vous pourriez nous expliquer comment les deux sont liés, donc? Alors, je suis assez content de cette phrase. Nous sommes oui, je vous dis, c'est une punchline, c'est magnifique. Nous sommes victimes de nos victoires. Edgar Morin disait que l'homme était culturel par nature, donc forcément destiné à amplifier. Et vous concluez, je trouve que ça va très bien ensemble. En plus, comme vous m'avez dit que vous les connaissiez, tant mieux, c'est bien. Alors, ça fait pas longtemps que nous, êtres humains, on existe sur la planète. Et qu'avant nous, il y avait des cellules, des mouvements planétaires, des volcans, des éruptions. Il y a eu 5 extinctions. C'est-à-dire 5 fois les glaciers ont fondu avant l'être humain. Les glaciers ont fondu, le niveau de l'eau a monté et on trouve des mollusques, des poissons en haute montagne. Et les poissons n'ont pas fait de la haute montagne, c'est l'eau les a montés. Puis ensuite, il y a eu une période de sécheresse, l'eau est descendue, les fossiles sont restés en haute montagne, et on voit qu'il y a eu 5 extinctions. Mais après chaque extinction, on a vu réapparaître une autre faune et une autre flore. C'est la définition de la résilience. La vie reprend sous une autre forme après une catastrophe. Il ne peut pas y avoir de définition plus bébête et plus logique. Mais là, depuis que l'être humain est apparu, alors là, la datation de l'être humain, on va dire 2-3 millions d'années pour monsieur et madame habilis, et pour nos grands-parents, on va dire 300 000 ans pour monsieur et madame sapiens. Ouais, voilà. Voilà, mais ça dépend où on fait naître l'homme. Alors, Edgar Morin dit c'est sapiens, 300 000 ans. Alors on va négocier à 300 000 ans. Et on voit qu'à ce moment-là, très rapidement, avant même l'industrie, la simple présence de l'homme modifiait tous les équilibres naturels. Parce qu'il pêchait, donc il épuisait une région, parce qu'il faisait des barrages, parce que si nous, êtres humains, sur le plan physique, on n'est pas terrible, on court moins vite que les chiens, on vole pas très haut, on ne vit pas sous l'eau pendant très longtemps. Sur le plan physique, on n'est pas terrible, mais le monde humain se caractérise par l'artifice. L'artifice de la machine et l'artifice du verbe. Et là, on crée le monde humain, et là, on crée des métamorphoses, des bouleversements bioclimatiques. Et on voit qu'avant même qu'apparaisse l'industrie, on voit que le simple fait de faire des feux, 500 000 ans, pour cuire la viande, pour mieux vivre, pour organiser la société, le simple fait d'organiser la chasse, donc fabriquer du social, donc fabriquer des outils, donc fabriquer des hiérarchies, fabriquer du partage, fabriquer du social, on voit qu'à ce moment-là, avant l'industrie, on commençait déjà à détourner les cours d'eau, on commençait déjà à modifier l'existence des animaux.
Et on a vécu comme Monsieur et Madame Sapiens jusqu'à l'époque industrielle, c'est-à-dire fin 18e, 19e siècle. Il n'y a pas eu grand bouleversement. Jusqu'à la découverte de Semmelweis, 1861, la prophylaxie de l'accouchement, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. Après 13 grossesses, 7 enfants mis au monde, moins de 4 adultes. Donc la vie des femmes, qui n'est pas toujours facile aujourd'hui, elle n'était pas plus facile hier. Les hommes avaient une espérance de vie plus prolongée, mais on mourait entre 60 et 65 ans. Donc c'est pour ça que c'était pas la peine d'inventer le divorce, puisqu'il suffisait d'attendre qu'elle meure. Donc parce qu'avec une vie d'homme, on pouvait faire 2-3 mariages sans divorcer. Or ça a complètement changé. Aujourd'hui, c'est les femmes qui vivent plus longtemps que les hommes, puisqu'une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, 1 sur 2 sera centenaire, quel que soit l'état des dernières années. 1 sur 2 sera centenaire, ce qui n'est pas le cas des hommes. Donc on voit qu'il y a un bouleversement anthropologique qui a commencé avec l'industrie. Et alors là, non seulement on a modifié le climat, on a modifié la végétation, on a modifié... Alors les animaux, on avait commencé à les modifier avec le néolithique, c'est-à-dire il y a eu 10 000 ans, où on a commencé à faire des étables. La sédentarisation. Voilà, la sédentarisation, la culture. On a choisi les espèces dociles, les vaches, les chiens qui nous courtisaient, les loups qui nous courtisaient, les chats avec qui on a passé une entente, hein, mais je crois que c'est eux qui nous domestiquent. Hein. Je crois que les chats nous envoient des ondes pour fabriquer des maisons avec des radiateurs. Je pense. Ça ronronne. Alors ce que vous dites est vrai. Les chats ne miaulent que dans un monde avec les humains. Dans un monde inter-chat, ils ne miaulent pas, sauf pour le sexe et la bagarre. Mais pour la vie quotidienne, ils ne miaulent pas. Mais dans un monde humain, ils ont compris que pour nous, c'est un orifice important parce qu'on mange et on parle. Et alors, quand ils nous voient, ils miaulent parce qu'ils veulent manger et ils veulent émettre des sonorités qui nous séduisent. Hein. Les chats sont terriblement séducteurs. Hein. Et donc, au XIXe siècle, on a complètement modifié la condition humaine et la condition de la nature, les animaux. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire les grands élevages, qu'on avait commencé avec le néolithique. On avait choisi les espèces dociles et les espèces indociles, eh bien, c'est-à-dire 80%, 90% des espèces, on ne pouvait pas vivre avec elles. Mais les espèces dociles, les vaches, les animaux, les chiens, on les a de plus en plus humanisés. On a changé leur corps, on a changé leur fonctionnement et on les a fait travailler pour nous. Et au XIXe siècle, énorme révolution, c'est que c'est les machines qui remplacent les êtres humains et les animaux. Avec les machines, on a abandonné les chevaux dans les mines, c'est fini. On mettait une machine à la place, alors qu'avant, on mettait des enfants. Au début de l'industrie minière, on mettait des enfants qui remontaient les wagonnets. Ensuite, on a mis des chevaux. Ensuite, on a mis des machines. Et c'était un tel progrès humain qu'on a cru que les machines allaient régler tous les problèmes. Alors qu'en fait, les machines ont augmenté notre espérance de vie, ont augmenté la surpopulation humaine. On va bientôt être 8 milliards d'êtres humains justement sur la Terre. Et en même temps, les machines ont créé, et la surpopulation, la surdensité, a créé les épidémies. La technologie, la merveilleuse roue de la soie, vous me parliez de la magnanerie du Canet des morts, et la merveilleuse roue de la soie est l'exemple même de la victoire technologique et de la première épidémie partie de Marseille en 1348, 1350, un Européen sur 2 était mort. Triste victoire. Et on voit que le phénomène là, peut-être, est en train de se répéter, c'est qu'on est tellement bon sur le plan technique qu'on est capable de fabriquer des aliments qui nous nourrissent et nous intoxiquent. On est capable de faire des communications tellement prodigieuses qu'on peut donner le pouvoir à une ou un tout petit noyau de dominateurs qui seront tous sur nous. C'est-à-dire qu'on est en train de faire nous-mêmes la rupture, la 6e extinction, qui peut-être est en train de se préparer, alors que les 5 premières extinctions se sont faites avant les êtres humains, et là on est en train de préparer
si on ne fait rien, une 6e extinction. Et donc cette pandémie de coronavirus, donc on peut sans conteste qualifier de zoonose, elle est liée à tout ce monde tel que l'homme l'a modifié. Exactement. Alors je pense que les maladies humaines, pour 70% d'entre elles, viennent des zoonoses, viennent des animaux. Or, on modifie le comportement des animaux, on fait des élevages, les excréments des animaux se mélangent avec des excréments d'oiseaux, ça fabrique des virus. L'agriculture, au lieu d'être consacrée aux hommes pour manger des végétaux et des fruits, est de plus en plus consacrée aux animaux. Le transport, qui est une virtuosité technique extraordinaire, transporte le virus sur toute la planète. Alors avant, au début, c'était les chameaux et les chevaux qui faisaient la route de la soie. Ensuite, il y a eu les bateaux qui sont partis d'Antioche et qui arrivaient à Marseille, qui ont fait les premières épidémies de peste. Et puis maintenant, c'est les avions qui transportent un beefsteak argentin, avant d'arriver sur l'étal d'un boucher parisien, a fait l'équivalent de 2 fois le tour du monde. C'est-à-dire que pour qu'un Parisien mange un beefsteak qui peut être très bon, le poids carbone qu'il a flanqué dans l'atmosphère est faramineux. Donc on est en train, grâce à notre victoire technologique verbale, on est en train de modifier la planète, et même les animaux sont modifiés, et même les animaux sauvages. Alors les animaux domestiques qui nous côtoient, ils sont modifiés, ils sont plus grands, ils sont plus lourds, ils vivent plus longtemps, donc ils ont des maladies de dégénérescence qu'ils n'ont pas en milieu naturel, parce qu'en milieu naturel, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de vie en milieu naturel. Dès qu'un animal est vieux, il meurt très rapidement après. Donc on a donc modifié tout ça, et en plus maintenant, on modifie même le comportement des animaux sauvages, c'est-à-dire 80% des animaux qui ont peur de nous, et nous parfois on a peur, en tout cas on s'évite, on est en train de modifier le comportement des animaux, et notamment avec les perturbateurs endocriniens. Tout à l'heure vous m'avez appris que même les poissons changeaient d'anatomie sexuelle, les chevennes qui changeaient d'anatomie sexuelle, et maintenant, je viens de faire la préface pour un rapport CNRS qui va sortir bientôt, les oiseaux mâles se mettent à couver, les mammifères mâles se mettent à pisser comme des femelles, c'est-à-dire que probablement nos hormones sont en train de modifier le comportement des animaux qui nous côtoient, des animaux humanisés, ou des animaux sauvages qui nous évitent et qui sont modifiés aussi. Donc ça confirme l'idée qu'on proposait tout à l'heure, c'est que notre victoire est en train de complètement bouleverser la planète, la biodiversité. Il faut qu'on en prenne conscience de façon à ce qu'on puisse apprendre à vivre ensemble autrement, de façon à ce qu'on ne provoque pas la 6e extinction qui risquerait d'être définitive. La perspective de 10 milliards d'humains 2050, redoutable? Alors, en éthologie animale, on parlait d'hyperpopulation. Et c'est pas le bon terme, parce que si on prend la planète, 10 milliards d'êtres humains pourront se répartir sur la planète. Mais il faut raisonner en termes d'hyperdensité. Et on voit qu'actuellement, quand je suis arrivé au monde après la Seconde Guerre mondiale, il y avait 1 ou 2 mégapoles. Maintenant, il y en a 20. J'ai eu l'occasion de travailler à Mexico, je crois que c'est 30 millions d'habitants. J'ai été invité à travailler à Tokyo, 40 millions d'habitants. Et dans les mégapoles, on voit que les riches vivent très bien. Ils ont des grands appartements, ils ont des transports faciles, ils choisissent leur nourriture, ils savent se faire soigner, ils savent s'entretenir, ils savent choisir leurs aliments. Mais plus on s'éloigne du centre historique des villes, qui est souvent très beau, plus on va en périphérie, plus on voit apparaître l'hyperdensité. Et dans l'hyperdensité, les enfants dorment mal, il y a du bruit tout le temps, il y a de l'eau qui coule partout, mais qui n'est pas propre, il y a des excréments qui se mélangent. Quand l'un est malade, il côtoie 50, 100 personnes dans une journée. Donc les épidémies en Inde, les épidémies sont effrayantes,
très rapide, fulgurante. Donc, alors, on voit que le clivage qui caractérisait toutes les sociétés pauvres, oui, c'est fou ce qu'il peut y avoir comme riches dans les sociétés pauvres. Mais il y a une poignée de gens follement riches et le reste qui meurt de faim ou qui meurt très jeune. Or, dans notre culture occidentale, pendant un moment, c'était un peu diminué, et on voit que le virus, la pandémie, les grands GAFA, les grandes industries, ont augmenté leurs bénéfices de 30% en 2 ans. C'est-à-dire que les riches n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui. Et les pauvres sont en train de redevenir, malgré l'aide sociale nécessaire et insuffisante, les pauvres sont en train de devenir encore plus pauvres qu'avant, encore plus malades, avec des accès encore plus difficiles à l'école, c'est-à-dire que le clivage qui caractérisait toutes les sociétés est aggravé, et quand il y a un clivage, généralement c'est suivi par une catastrophe sociale, une éruption, une révolution, une guerre, des grandes difficultés sociales. Donc le virus qu'on fabrique, parce que j'ai eu l'occasion de voir une paralysie périphérique du facial, qui est presque toujours d'origine virale, et je l'ai vu chez des chimpanzés. Donc c'est la preuve qu'il y avait un virus. C'était pas la peine de faire un test aux chimpanzés. Quand on voyait le chimpanzé comme ça, on savait que c'était une paralysie faciale périphérique, donc il avait un virus. Ça provoquait une désorganisation sociale très importante parce que les chimpanzés entre eux, ils parlent pas, mais ils communiquent très bien. Ils ont un langage préverbal avec je sais pas très bien faire le chimpanzé, avec des mimiques, avec des bruits, et ils communiquent beaucoup de choses. Or là, le gars, avec sa paralysie faciale, il ne pouvait plus communiquer. Donc les autres chimpanzés ne le comprenaient plus, le considéraient comme un étranger, ou bien le fuyaient, ou bien l'agressaient, mais au bout de quelques semaines, la paralysie faciale a disparu, et il a pu réintégrer le groupe. Donc, quand il y a des virus dans la nature, il y a plein de virus. Mais s'il n'y a pas de culture pour les développer et surtout pour les transporter, le virus sèche. C'est un morceau d'ARN, avec une capsule de lipides. C'est un tout petit sac, je crois que c'est 5 ou 10 fragments d'ARN. Enfin, c'est un tout petit bout de matière vivante, avec une capsule, un sac de lipides, de graisse. Donc, si on ne fait rien, ça sèche, ça s'éteint. Et nous, on le fabrique, et on le transporte, et on l'entretient. Et si on ne se vaccine pas, on fait un entretien constant, et il s'adapte à une nouvelle circulation, donc il mute, et il faudra tout recommencer, faire un nouveau vaccin, de nouveaux dosages, et tout recommencer. Donc ça, c'est un peu prématuré par rapport à ce que je voulais vous poser comme question, mais alors, justement, quoi, puisqu'on y est, il faut se faire vacciner, quoi. Alors, j'ai du mal à répondre paisiblement. Bien sûr qu'il faut se faire vacciner. Seulement, c'est pour se protéger et c'est un devoir de citoyen. Je n'ai pas le droit de transmettre le virus aux gens qui me côtoient. Si je rentre chez moi avec porteur d'un virus et même si je suis sain, je vais tuer ma mère qui a 70-80 ans, j'ai pas le droit. Donc je n'ai pas le droit d'être un porteur sain parce que ça m'embête d'aller passer une demi-heure, 1 heure pour me faire un vaccin totalement indolore et pratiquement sans effets secondaires. Alors il paraît qu'on a signalé quelques petits effets secondaires, ce qui est possible, ce qui est même certain, c'est même inévitable. Mais le chiffre, l'évaluation des effets secondaires est tellement faible que prendre son vélo, c'est 100 fois plus dangereux. Donc arrêtez de faire du vélo, arrêtez de traverser la rue, vous augmenterez votre espérance de vie. Donc, non, j'ai du mal à pas me fâcher, mais je crois vraiment qu'il est citoyen, moral, de se faire vacciner. Salutaire même maintenant, carrément. Il en va de l'avenir de la planète, quand même. Il en va de l'avenir de la planète, puisque cette pandémie, par définition, est mondiale. Donc il faut cette pandémie est mondiale, et il y a eu des siècles des pestes.
Et le 17e a été, tous les 3 ans, il y avait une nouvelle peste, peste noire, peste bubonique, et parce que les gens ne croyaient pas au confinement. Il n'y avait pas de vaccin, mais on avait compris le confinement. Il ne faut pas oublier que les murs d'Avignon, c'est les Avignonnais qui avaient vite construit un mur pour empêcher les Marseillais d'entrer. Alors aujourd'hui, on trouve que c'est beau. Oui, c'est beau, mais c'était pour se défendre et pour empêcher les Marseillais d'entrer à Avignon. Et le duc de Savoie, parce que Nice n'était pas français en 1348, le duc de Savoie avait envoyé l'armée pour encercler Nice, et les soldats avaient ordre de tirer, de tuer les Niçois qui voulaient fuir la zone d'épidémie. Alors ça, c'était du confinement. Là, Macron, à côté, c'était vraiment une immense tolérance. Donc, quand on a compris qu'il fallait se confiner, parce que après l'épidémie de 1348, qui a tué un Européen sur 2 en 2 ans, on a constaté que les gens qui étaient restés chez eux avaient survécu, et que les gens qui étaient dans les campagnes ou qui s'étaient enfuis mouraient. Et donc on a compris que le confinement était une protection. Mais les gens qui faisaient le commerce de la soie, ils voulaient pas accepter ça. Il y avait la foire de Beaucaire pour les tissus. C'est vrai que la route de la soie est un chef-d'œuvre d'art et un chef-d'œuvre de technique commerciale et de technique de fabriquer des tissus à partir d'un fil qui sort d'un bombix du mûrier. C'est quand même, faut être chinois pour défaire cette découverte, et ça fait des tissus merveilleux. Et ça faisait un mélange de cultures. Parce que pour transporter, il fallait des chevaux, des chameaux, plusieurs langues, un système de protection, un système de vente, et on voit que les musulmans et les juifs ont joué un grand rôle pour partir transporter la soie chinoise jusqu'en Occident. Donc c'était un chef-d'œuvre social, technique, artistique et social, et humain, parce qu'il fallait apprendre plusieurs langues pour traverser tous ces pays. Mais quand ça transportait un virus, ensuite les bateaux sont partis d'Antioche. Les bateaux arrivaient à Marseille, il y avait eu des morts pendant la traversée, donc il fallait faire la quarantaine. Mais la foire de Beaucaire, elle se passait pendant ce temps. Donc beaucoup de commerçants débarquaient les ballots de soie la nuit pour les emporter à la foire de Beaucaire, et hop, l'épidémie démarrait. C'est exactement ce qu'on est en train de refaire maintenant, où les gens qui ne croient pas, qui ne se vaccinent pas, sont en train de transporter le virus. Donc non seulement il y aura des variants, mais dans 2 ans, il y aura de nouveaux virus, et il faudra que les scientifiques retrouvent la structure chimique, que les laboratoires refassent un nouveau vaccin, que l'économie s'arrête, que la culture s'arrête, et il faudra recommencer, comme au siècle des pestes, tous les 2 ou 3 ans, il y aura une nouvelle épidémie. Alors, pour en revenir à l'incidence de l'homme dans tous ces désordres induits par sa surpopulation, elle-même liée au fait qu'il est culturel par nature et que nous sommes victimes de nos victoires, pour aller vers une solution, Pierre Rabhi, par exemple, agrobiologiste que vous devez bien connaître, qui est un peu le père de la sobriété heureuse, dénonce une forme d'archipélisation de la gouvernance du monde, puisque chaque nation, ou à la rigueur dans une structure plus grande comme nous l'Europe, est souveraine et peut donc prendre des décisions unilatérales qui ne vont pas forcément dans le sens du bien commun, puisque les conclusions du GIEC nous apportent 2 enseignements. Ils confirment l'origine humaine des désordres, mais aussi que nous avons un destin commun sur cette terre, aussi bien l'homme que l'animal que les écosystèmes. Alors, en quelque part, Pierre Rabhi s'interroge sur une gouvernance mondiale comme espoir de solutions communes susceptibles d'enrayer la dégradation induite par l'homme et d'aller vers... C'est imaginable, même si des structures existent déjà, comme l'ONU, comme l'OMC. C'est envisageable, c'est souhaitable, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? 2 dangers nous menacent. Le premier danger, c'est de ne rien faire. Et le deuxième danger, c'est de faire quelque chose. Bon, ben, on va rester là. On va rentrer à la maison. Alors, le premier danger, c'est de rien faire. On va se soumettre
à la loi du marché, quel que soit le prix humain. On va se soumettre au retour des épidémies qu'on va fabriquer et qu'on va diffuser sur toute la planète. Et le deuxième danger, c'est de se replier sur soi comme le mur d'Avignon. On fait un mur et que les autres meurent, nous, on se préserve. C'est un deuxième danger parce que on voit réapparaître le communautarisme. Et dans le communautarisme, l'avantage du communautarisme, c'est qu'on est sécurisé, on est bien ensemble, on se protège mutuellement, on parle la même langue, on a les mêmes valeurs, et si quelqu'un arrive avec une autre langue, avec une autre valeur, c'est un ennemi. Donc le communautarisme qui nous protège prépare la haine et prépare la guerre. Alors, donc là, les politiciens ont un rôle énorme à jouer parce que il y a respecter la formation des groupes, parce qu'on peut pas, si on est 10 milliards d'êtres humains sur Terre, on ne pourra pas tisser un lien d'attachement avec 10 milliards d'êtres humains. Donc, monsieur et madame Sapiens vivaient dans des groupes de 30 à 40 personnes. Tout le monde pouvait connaître tout le monde. Quand un enfant naissait, tout le groupe s'en occupait. Quand il y avait un malade, le groupe s'en occupait. Quand on a trouvé des attelles, quand il y avait des fractures pendant la chasse, parce qu'il fallait courir après les chevaux pour les faire tomber dans des ravins ou dans des pièges, donc il y avait des accidents de chasse. Eh bien, il y avait des jambes cassées. D'ailleurs, sur les peintures rupestres, on voit des gens, on voit un taureau éventré, et puis on voit un petit bonhomme qui, à côté, il a les bras en croix. Je pense que le taureau, avant de se faire éventrer, avait dû régler son compte à l'être humain. Donc, il y a des accidents. Il y avait des attelles, c'est-à-dire qu'il y avait cet homme blessé, ou cette femme blessée, avait dû être nourrie pendant qu'elle était blessée, avait dû être bichonnée, quelqu'un avait dû inventer l'attelle pour remettre sa jambe droite. Donc il y avait une solidarité pour ce groupe. Il ne peut pas y avoir de solidarité pour 10 milliards d'êtres humains. On ne peut pas les connaître. Et à ce moment-là, il y a un processus psychologique grave qui se met en place, c'est la perversion. C'est-à-dire que l'opposé de la perversion, c'est l'empathie. Comme vous m'avez invité à le dire tout à l'heure, si on veut vivre ensemble, je ne peux pas tout me permettre. Il faut qu'il y ait des interdits. Et à ce moment-là, on va pactiser, on va négocier, et pour que je puisse savoir ce qui va vous faire souffrir, il faut que je sois capable de me décentrer de moi pour me représenter ce qui se passe dans votre monde mental. C'est la définition de l'empathie. Je peux, si on est un groupe de 100, 200 personnes, un village, je peux me représenter que si je mets le feu à cette récolte, je vais brûler la récolte de mon voisin, il va mourir de faim, je ne peux pas me le permettre. En Provence, on connaissait, les vieux paysans connaissaient les points d'eau. Quand arrivait un étranger, personne ne lui disait où étaient les sources. Où étaient les sources. Hein, Pagnol a très très joliment expliqué ça. Donc ça veut dire que les Provençaux, c'était leur pays, c'était leur métier, ils protégeaient leur famille et ils arrêtaient l'empathie pour un étranger qui voulait s'installer. Or, c'est exactement ce qui se passe là. On ne peut pas empathiser pour 10 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc ça veut dire qu'il faut que les politiciens, les artistes, les philosophes, tous les fabricants de mots, respectent je ne peux pas m'attacher, je ne peux m'attacher qu'à 100 personnes de mon village. Et là, je vais être touché s'ils sont malheureux. Là, je vais être touché s'il y a une ruine ou si sa maison flambe, je vais courir pour l'aider. Ça me concerne que sa maison flambe. Si actuellement il y a un massacre de musulmans en Asie, on en parle à peine. C'est trop loin. C'est pas nous, ça ne nous concerne pas. On n'a pas d'empathie. La distance, la surdensité, le surnombre arrêtent l'empathie. Si ces musulmans sont massacrés par des Asiatiques, on sait à peine. C'est leur problème, c'est trop loin de chez nous. Donc là, je viens de tenir un raisonnement pervers. Seul compte mon plaisir, mes besoins. Si les autres meurent, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'on est coincé entre deux pulsions contraires. Je ne peux pas vivre seul, parce que neurologiquement, si je vis seul, mon cerveau va être atrophié. Donc j'ai besoin d'un autre pour que mon cerveau soit stimulé. J'ai besoin d'un groupe. J'ai besoin de 2 sexes pour faire des enfants.
j'ai besoin d'un groupe pour faire de la solidarité et de la culture, et puis il y a un moment où je ne peux plus aller trop loin. Donc il faut que nos politiciens trouvent des instances de respecter le fonctionnement en communauté et de savoir qu'il existe d'autres cultures, d'où l'importance du cinéma, d'où l'importance des romans qui vont nous présenter d'autres cultures. On n'ira peut-être pas vivre en Chine, mais on saura que ça existe. On n'ira peut-être pas vivre avec les Ouïghours, mais on saura qu'ils existent. Et donc, il y a sûrement comme en neurologie, il y a deux pulsions opposées qui s'harmonisent, comme dans la vie. Freud parlait déjà de la pulsion de vie, de la pulsion de mort. Et bien là, c'est pareil, on aura besoin d'une communauté humaine et il faudra qu'on sache qu'il existe d'autres religions et d'autres manières de fabriquer de la société. Richard Spinoza, en introduction, rappelait que, comme le fait régulièrement Edgar Morin quand il parle de vous, que vous étiez le vrai père de la résilience. Et moi, je me réjouis aussi de pouvoir le rappeler. Vous avez adapté cette notion physique à la psychologie. On connaît la résilience des métaux, et vous avez commencé à construire une théorie très solide sur la façon dont on peut se reconstruire après un traumatisme. Et alors ma question, c'est que ce travail donc, a été fait et produit des effets au niveau individuel, mais quand on est face à une pandémie comme ça, comment au niveau d'une ville, d'une nation, voire au niveau d'un pays, comment ça peut, par quoi ça peut se traduire une résilience collective? Comment je ne dis pas s'habituer au virus, parce que s'habituer, c'est plutôt abandonner que la résilience. Et la résilience, c'est quelque chose d'actif. Alors comment vous pourriez nous aider à faire de la résilience collective? Alors, le mot résilience, c'est un mot de vieux français qui ressalirait, Rousseau. C'est un mot qui était employé par Paul Claudel, par Paul Morand, quand il parlait de George Sand, qui a eu beaucoup de deuil, qui a eu une vie difficile et qui à chaque fois se remettait à construire. Et Paul Claudel, après le krach américain de 1929, parle de la résilience américaine. Et c'était employé, et en fait c'est une psychologue américaine qui a fait un des premiers travaux scientifiques sur la résilience, et c'est pas elle qui a inventé le mot, mais elle mérite quand même d'être considérée comme la mère de la résilience parce que son travail est très démonstratif de la résilience. Dans une situation de catastrophe, il y a toujours des enfants, on ne comprend pas pourquoi, qui arrivent à apprendre à lire et à écrire sans école, qui arrivent à fonder une famille, travailler, apprendre un métier, et quand on en fait l'examen psychologique, eh ben, ils ne sont pas plus tordus que les autres. Et Michael Rutter, avec qui j'ai travaillé, a dit une phrase magique: ces enfants ont quelque chose à nous apprendre. Et à ce moment-là, ça a démarré les travaux sur la résilience, et en France, j'ai été à coup sûr un des premiers à organiser les premiers groupes de recherche à Toulon. Alors, à Toulon, on nous a dit que la définition de la résilience venait des métaux. Et je crois qu'on a induit une erreur. Ça vient des paysans, ça vient des agriculteurs. Un sol est dit résilient quand, après une inondation ou un incendie, une autre faune et une autre flore réapparaissent. C'est une définition agricole, poétique et psychologique qui nous convient très bien. Mieux que la résilience des métaux, qui est plus proche de la résistance que de la résilience. Un métal casse au-dessus d'une certaine pression, c'est plus proche de la résistance, alors que les paysans sont plus proches de la résilience. La reprise d'un autre bon développement après une catastrophe écologique. Alors, je suis très content de ma réponse, mais j'ai oublié votre question. Vous êtes sur la bonne voie pourtant. C'est-à-dire comment on fait de la résilience collective par rapport à cette pandémie, par rapport à un virus qui est mondial et contre lequel on a déjà du mal. Comment se projeter pour recréer, comme disait Spinoza, de la joie de vivre, de la confiance, de l'espoir, de l'espérance? Alors voilà, alors ça c'est une question humaine, psychologique. Pendant le virus, on a constaté qu'on est l'inégalité
qui existe dans la vie, elle a été aggravée par le virus. Ceux qui, avant l'épidémie, avaient acquis des facteurs de protection, une famille stable, un logement silencieux, une maîtrise de la parole pour établir des relations, s'expliquer, poser des questions, la proximité d'une école accessible, où on pouvait apprendre un métier, se préparer, apprendre la condition humaine et peut-être apprendre un métier. Ceux-là, quand le confinement est arrivé, ils se sont confinés dans un grand appartement avec des parents qui continuaient à s'occuper, lire, travailler, écouter de la musique et qui même parfois profitaient du confinement. Ces enfants-là vont sortir de l'épidémie sans être traumatisés. Et peut-être même en ayant profité pour faire de la musique ou apprendre une langue, ou en tout cas pour apprendre à faire des zooms, ou apprendre à communiquer, parce que là, maintenant, on devient tous des virtuoses du Zoom ou du Skype. Des conférences à distance. Voilà. À l'inverse, ceux qui, avant le virus, avaient acquis des facteurs de vulnérabilité, famille instable, père violent, les hommes sont plus doués pour la violence que les femmes. Il y a des femmes violentes, mais beaucoup moins que d'hommes. Père violent. Surdensité. On parlait tout à l'heure de la surdensité des populations, mais cette surdensité, elle existe dans un appartement. Quand on vit à 6 dans un appartement de 30 ou 40 mètres carrés, quand la télévision fait du bruit jusqu'à 1 heure, que le père se lève à 4 ou 5 heures du matin, les enfants ne dorment pas. Et le sommeil, c'est le socle biologique de la mémoire. Un enfant qui ne dort pas, c'est un enfant qui a une mauvaise mémoire, qui aura de mauvais résultats scolaires. Donc ces enfants-là vont vivre dans un stress constant. Le stress, qui est provoqué par une relation, provoque la sécrétion de substances du stress. Et là, je viens de tenir un raisonnement à la Spinoza. C'est pas du tout un raisonnement à la Descartes. Descartes mettait l'âme d'un côté, le corps de l'autre. Et là, comme je vois que vous êtes copain avec Spinoza, j'en profite pour dire que dans le raisonnement que je viens de vous proposer, une relation difficile augmente mes substances de stress, cortisol, catécholamine, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les vedettes, qui passent la barrière du placenta, qui agissent sur le cœur, on rougit, on pâlit, notre cœur s'accélère, notre corps s'abîme parce que notre relation est abîmée. Donc là, j'ai mélangé, comme le propose Spinoza, j'ai pas séparé le corps et l'esprit, j'ai pas séparé le corps de l'environnement. C'est la relation qui abîme le corps. Par les substances du cortisol répété, l'adrénaline répétée, ça fait des hypertensions, ça fait des diminutions de résistance au virus, donc on devient vulnérable au virus, on fait partie de ceux qui risquent d'être tués par le virus, alors que les autres ont une immunologie plus forte, ils peuvent résister au virus. Donc on voit que ces enfants-là, qui ont acquis les facteurs de vulnérabilité, vont souffrir du confinement, et quand le virus sera éteint, ils seront altérés. Et ils auront pris à l'école un grand retard, relationnellement un grand retard, ils seront fatigués, ils auront des mauvais apprentissages, et ceux-là, si on ne les entoure pas, ils ne vont pas déclencher un processus de résilience. Ils ne le déclencheront que si on fait vivre les deux mots-clés de la résilience, c'est soutien et sens. Soutien, solidarité, il faut qu'on les entoure, qu'on les sécurise, et sens, qu'on les aide à comprendre ce qui s'est passé, de façon à ce qu'ils sachent ce qu'il faut faire pour réorganiser une nouvelle manière de vivre dans leur famille, dans leur quartier, dans leur école, dans leur culture. Et à ce moment-là, on déclenchera un processus de résilience. C'est pour ça qu'on ne peut pas opposer résilience individuelle et résilience collective. On passe de l'un à l'autre comme dans un écosystème. Si on modifie un segment du système, on modifie le fonctionnement de l'ensemble du système. Pierre Rabhi explique ça très bien. C'est-à-dire que on ne peut pas opposer l'individu et le contexte, si on veut, mais on peut agir sur le contexte qui agit sur l'individu. On peut faire des groupes de solidarité. On voit, il y a eu des inondations pas loin d'ici. Et dans ces inondations qui ont ruiné, qui ont tué des gens, qui ont ruiné des gens, il y a eu un élan de solidarité des villageois qui sont venus aider
les noyés, les survivants, les ruinés, qui les ont aidés. Et le village s'est transformé, les liens d'affection, de reconnaissance se sont tissés. Et après les noyades, après les inondations, le village a mieux fonctionné, plus gaiement, puisqu'ils étaient en amitié. Merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir offert ta chambre pendant une semaine alors que mon appartement était noyé. Merci. On a tissé un lien d'amitié, de reconnaissance. Et ces villages ont gardé cette solidarité, cette gaieté. Et quand on va dans la région de Nice, qui a beaucoup souffert, eh bien on voit que ces villages vivent mieux maintenant qu'avant. Définition de la résilience. Donc solidarité pour sortir, et toujours éducation. Et pour terminer, vous voyez, on est entouré de beaucoup d'œuvres parce que notre municipalité, depuis le départ, mais un peu plus depuis ce dernier mandat, organise son action et son programme autour du concept complémentaire de nature et de culture. Alors nature, on vient beaucoup d'en parler, l'environnement, son état. Donc on fait un gros travail au niveau de l'implantation d'espèces susceptibles de lutter contre le réchauffement climatique. On lutte contre le gaspillage d'eau, on favorise l'émergence d'une nouvelle biodiversité, on travaille beaucoup, beaucoup. Mais on est également culture parce qu'on croit beaucoup à ce que l'art, dans sa vulgarisation, peut apporter à la cohésion d'une société. Et donc, depuis 13 ans, on a mis l'art dans la rue. C'est-à-dire, tous les ans, il y a un artiste qui vient sculpter, peindre à l'échelle monumentale, ou en tout cas, pas forcément sous forme d'un petit 30 par 20, mais surtout dans la rue, pour que le commun des mortels puisse croiser cette œuvre, croiser l'artiste qui la réalise. Est-ce que vous pensez que cette prolifération, cette mise à disposition de l'art facile dans la rue, pour chacun de nos concitoyens, participera de la résilience collective après un traumatisme comme cette pandémie? Alors, ma réponse est clairement oui. Parce que monsieur et madame Sapiens, dont on parle depuis tout à l'heure, ils dessinaient tous leurs traumas sur les murs, la guerre, la mort, les animaux qui leur faisaient peur, les animaux qu'ils mangeaient, étaient représentés par des dessins parfois étonnamment beaux et précis, qui avaient une fonction de maîtrise de l'émotion. C'est-à-dire que cet animal que j'admire, j'en ai peur, les tigres à dents de sabre, les aurochs laineux, donc tous ces animaux dont j'ai peur et que parfois je suis obligé de tuer pour les manger, eh bien je vais maîtriser la représentation en faisant des dessins dans des endroits magiques avec des torches. On va sûrement chanter, j'imagine qu'ils devaient chanter pour maîtriser mieux l'âme de l'animal qu'ils allaient tuer. Ce que vous avez dit, c'est la fonction du théâtre dans la Grèce ancienne. Les comédiens vont mettre sur la scène du théâtre tous les problèmes de la cité et les citoyens seront obligés de discuter des problèmes que les comédiens ont joués. L'inceste, les barbares, c'est-à-dire les étrangers, barbares c'est ceux qui ne parlent pas grec, les étrangers, est-ce qu'on doit les accepter, les chasser? Les citoyens, le théâtre a joué un rôle dans le fondement de la démocratie. Et ensuite, en continuant, on s'est rendu compte que chaque fois qu'il y avait un stress, quelque chose d'impossible à dire ou à comprendre, on demandait aux artistes d'en faire une représentation, à condition que le peuple discute de la représentation, c'est-à-dire soit jamais d'accord, quoi. C'est-à-dire se dispute, trouve que c'est bien, c'est pas bien. Polémique, mais bon, ça fait partie des relations humaines. Ouais. Donc voilà, on s'explique. Tant qu'on sort pas les revolvers, on s'explique. Et puis, je sais que je dis toujours que le sport fait partie des relations artistiques, puisqu'on a joué au rugby. Je dis toujours que le rugby, c'est 1h30 de match, 3 heures de restaurant et 1 semaine de vantardise.
Et que la partie artistique, c'est sûrement dans la vantardise. Parce que, qu'est-ce que tu as été brillant, oh, on a perdu, pourtant qu'est-ce qu'on les a dominés. Je suis certain que vous avez dit cette phrase. Ah, parfois la victoire n'est pas méritée. Surtout quand c'est celle des autres. Ça fait partie des relations humaines. De toute façon, quand on fait du sport ou de l'art, on est toujours gagnant. Ouais. On est gagnant si on gagne le match, on est gagnant même si on a perdu parce qu'on a joué, donc on est toujours gagnant. Et on est gagnant parce qu'ensuite on en fait une épopée. Ouais. Donc de toute façon... Une histoire à raconter, voilà. Collective. Vous avez invité Jean-Pierre Rive, que j'ai admiré, et il est dans votre jardin. Ouais. Et bien voilà un gars qui... Casque d'or. Casque d'or. Et quelle belle image, quelle belle gueule. Quelle vaillance. Il était courageux, il était sympathique. C'était, voilà une belle image. Et on en parlait, on l'admirait, on le critiquait. Parce qu'il en faisait parfois un peu trop. Ça reste entre nous, ça, vous le direz. Ah ouais, personne qui écoute. Donc, mais ça fait rien, ça faisait partie des relations humaines. C'est comme ça, c'est pas grave, c'est bien comme ça. Donc je pense que l'art, on ne peut pas tout dire. Hein, je disais tout à l'heure, on ne peut pas tout se permettre et on ne peut pas tout dire. Il y a des choses que si je sais que si je les dis, je vais vous blesser. Ou que moi, émotionnellement, j'ai du mal à le dire. Ce qui m'est arrivé, si je le dis, vous allez me mépriser ou j'ai peur que vous me méprisiez. Ou alors si je le dis, ça va me rappeler des souvenirs d'un trauma insupportable, je ne peux pas le dire. En revanche, je peux l'écrire. Primo Levi disait « j'écris ce que je ne peux pas dire ». En revanche, ce que je ne peux pas dire, je peux vous dire, mon fils, ma fille, va voir ce film et on en parlera. On retrouve la fonction du théâtre grec, fonction démocratique. Et le fils, la fille comprennent très rapidement que le film dit ce que le père ne peut pas ou n'ose pas dire. Et c'est la fonction de l'art de mettre à distance, ça m'amuse, ça me plaît, ça me choque, comme dans la vie, c'est la fonction de l'art, à condition qu'on se réunisse ensuite pour partager le sport, pour partager le restaurant où on va se vanter, pour partager le moment. Et c'est autour de l'œuvre d'art que va se tisser le nouveau lien. Et on aura pu s'exprimer sans blesser les autres. Mais écoutez, Boris Cyrulnik, merci beaucoup de cet échange, de cette note finale heureuse. Vous êtes le bienvenu chez nous pour continuer de nous faire part de votre savoir et nous apporter cette distance nécessaire par rapport à l'événement. Parce que vivre le temps court, c'est notre devoir, nous et les politiciens, mais s'inscrire dans le temps long, c'est une obligation. Et on a parfois du mal, empêtré dans le présent, de se projeter dans l'avenir. Donc des gens comme vous nous y aident. Alors merci beaucoup et puis au plaisir de se revoir.